Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le zoom de ce Smart Impact, il porte sur la loi de simplification de la vie économique. On va parler de ses conséquences, notamment pour la biodiversité, avec Thomas Utayakumar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation pour la nature et l'homme. Avant de parler de cette loi, présentez-nous la Fondation. Quel est le rôle de cette Fondation ? Alors, la Fondation, aujourd'hui, elle travaille sur 5 grands programmes. 3 programmes dédiés aux enjeux agricoles et alimentaires, notamment la promotion d'une alimentation plus durable, et puis aussi la réduction d'usage des pesticides. On a un programme dédié à la biodiversité, et notamment la lutte contre l'artificialisation des sols, et on en parlera tout à l'heure. C'est le cœur de notre Zoom, ouais. Et puis, un dernier programme sur la mobilité durable, et on a aussi récemment travaillé sur les enjeux de compétitivité de la France, à développer des filières de petits véhicules électriques et légers. Et puis, en parallèle, bien sûr, à développer toute la mobilité durable, à savoir une infrastructure de transport public qui soit au niveau et une mobilité douce et active, notamment le vélo et la marche. Oui, on y reviendra sur ces autres enjeux, mais évidemment, on va se concentrer sur les questions de biodiversité. Agir pour une biodiversité préservée, c'est effectivement l'un des défis de la Fondation pour la nature et l'homme. Et vous dites que cette loi sur la simplification de la vie économique pourrait mettre à mal la biodiversité. Pourquoi ? Alors, le projet de loi sur la simplification de la vie économique, son objectif, c'est de simplifier les règles et les normes en faveur de l'industrie. Si je m'arrête sur 2 exemples très concrets, qui malheureusement vont à l'encontre de nos objectifs de préservation de la biodiversité et de l'environnement, on a déjà un recul sur la manière de comptabiliser l'artificialisation qui serait générée par une implantation industrielle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis une industrie, je suis un porteur de projet et je n'aurai plus à comptabiliser les surfaces que je vais artificialiser. C'est-à-dire que je n'ai plus d'objectif de sobriété foncière. Ça, c'est un recul majeur, puisque aujourd'hui, on a un objectif ZAN. La France, elle a comme objectif de diviser par 2 son rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030. Ça, c'est dans la loi, ça s'appelle la loi climat et résilience. Et cette loi, elle doit embarquer tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire l'industrie, le transport, mais aussi le logement, qui est aussi un secteur très important, elle est censée les embarquer justement dans cet objectif de réduction de l'artificialisation. Et il y a un rapport interministériel qui est sorti très récemment et qui montre que l'industrie, d'ici 2030, elle va occuper 20 000 hectares. C'est à peu près 2 fois la superficie de Paris. Donc cet objectif-là, il a pour ambition de prendre une partie sur de la réhabilitation de friches industrielles, une partie sur de la densification, et puis il restera 8 000 hectares sur de l'artificialisation, c'est-à-dire qu'on va bétonner de nouvelles surfaces. Malheureusement, avec ce projet de loi, qu'est-ce qui va se passer ? Si on extrait l'industrie du ZAN, l'industrie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va plutôt aller sur, par exemple, des terres agricoles qui vont coûter beaucoup moins cher que de la réhabilitation de friches industrielles, parce qu'il faut la dépolluer, il faut la réaménager, c'est des terres qui sont délaissées. Et donc, elle va plus facilement aller vers ça, plutôt que d'aller sur de la densification ou de la réhabilitation de friches industrielles. Alors, j'étais, moi, cette semaine, au Congrès des maires de France, j'ai croisé beaucoup d'élus qui demandent. Il n'y a pas que les industriels qui demandent effectivement un assouplissement sur le zéro artificialisation net. Ils disent attention, cette loi telle qu'elle est conçue, elle peut accélérer la désertification de nos petites villes rurales. Donc en fait, moi je suis convaincu des enjeux, enfin si je fais une émission qui s'appelle Smart Impact, c'est que je suis convaincu de ces enjeux, mais est-ce qu'on peut concilier finalement ces enjeux environnementaux qui sont majeurs, l'urgence, tout le monde en est convaincu, avec quand même une croissance économique, notamment pour des villes moins développées que les autres? À la Fondation, nous, on a sorti une étude. Donc, on va partir maintenant sur le secteur du logement. On pourra reparler de l'industrie du transport. Mais par exemple, sur le logement, nous, on a sorti donc, des travaux sur la manière de concilier la lutte contre le mal logement. Le logement, c'est près de 2/3 de l'artificialisation des sols. Donc, c'est un sujet qui est clé. Et la lutte contre l'artificialisation des sols. On peut concilier aujourd'hui les deux. Il faut juste regarder le vivier, c'est-à-dire le potentiel qu'on a entre les mains. Il faut faire ce constat. Et donc, lorsqu'on a rencontré des collectivités, puisqu'on a aussi sorti des travaux sur la manière dont on peut aider les collectivités à mettre en œuvre ce ZAN, et notamment au niveau de l'argent, c'est-à-dire des dotations et de la fiscalité, lorsqu'on discute avec elles, on leur explique qu'aujourd'hui, il y a un vivier très important, par exemple, les logements vacants. En France, on a plus d'1 million de logements vacants, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation de vacances de longue durée. On a aussi un potentiel de densification qui est important.
c'est-à-dire la manière de densifier les villes de façon douce, c'est-à-dire par exemple surélever certains bâtiments, c'est pas faire des gratte-ciel, horrible, c'est de le faire intelligemment. Et puis on a aussi la densification douce horizontale, c'est-à-dire dans un périmètre donné, est-ce qu'on peut ou pas mettre plus d'infrastructures sur des territoires qui sont déjà artificialisés. Et puis il y a aussi l'usage des logements, le fait que finalement on sous-utilise souvent des logements. Je sais pas, je pensais à une école qui va servir à certaines heures de la journée et pas à d'autres, etc. Il y a la sous-utilisation de logements et puis il y a aussi des logements qui sont sous-occupés. Ouais. C'est ce qu'on appelle aussi le parcours résidentiel. Ouais. Et lorsqu'on regarde... Donc vous dites aux élus, les solutions, vous les avez sous la main, c'est ça? On a énormément de recommandations de politique publique, notamment sur le secteur du logement. Ouais. Et puis on a d'autres qui vont nous parler après de la réindustrialisation. C'est un peu le prévisionnel de l'interministériel qui a dit qu'il va falloir de plus en plus de surface pour l'industrie. La réindustrialisation, il va falloir la faire dans certains secteurs clés, notamment par exemple la mobilité. On a montré que justement aujourd'hui la délocalisation elle est massive, on a exporté nos industries ailleurs, donc aujourd'hui on a perdu des centaines de milliers d'emplois, 100 000 emplois sur 10 ans dans le secteur de l'automobile, et donc si on veut se réindustrialiser et avoir quelque chose qui se fasse correctement pour la transition écologique, il va falloir aussi regarder ce qu'on a déjà entre les mains. Et tout à l'heure un exemple clé, la réhabilitation des friches industrielles, c'est entre 90 000 et 150 000 hectares qu'on pourrait mobiliser. Et c'est des choses qu'on a entre les mains et qu'on pourrait davantage utiliser avant d'aller sur des nouvelles terres artificialisées, puisqu'aujourd'hui, l'espace n'est pas infini. Comment vous faites face à un mouvement contraire en ce moment? C'est-à-dire qu'on voit, là je parlais des maires, mais on pourrait citer les agriculteurs qui sont aussi dans un discours de dénonciation d'un empilement des normes, et notamment des normes environnementales. Que ciblent les agriculteurs beaucoup en ce moment? Et d'ailleurs, bon, on peut leur reprocher, c'est les offices français de la biodiversité, les antennes locales des offices français de la biodiversité, la police de l'environnement. Bon. C'est une question d'acceptabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Comment rendre finalement cette transition, ces normes acceptables? Est-ce que peut-être il y a eu un petit excès de bureaucratie aussi? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut se poser cette question-là? On peut se poser la question, et notamment dans le secteur agricole, il y a de la lourdeur administrative. On ne peut pas le nier en fait. Il y a beaucoup de lourdeur pour remplir un dossier PAC, c'est la politique agricole commune, c'est très lourd. Après, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir alléger les normes environnementales alors que l'agriculture, elle est assise sur des facteurs de production? C'est-à-dire qu'elle est elle-même victime en ce moment des phénomènes météorologiques extrêmes, c'est-à-dire les sécheresses à répétition, les inondations à répétition. Ça les amène à moins produire et puis ça les amène à avoir des revenus moins importants. Donc si on réfléchit, je pense, de la bonne manière, ce serait plutôt comment préserver les facteurs de production et donc les compartiments environnementaux et faire en sorte que les normes environnementales, elles permettent de le faire. Et aujourd'hui, ça rejoint un peu notre sujet du ZAN, c'est que tout le monde se sent écrasé par les normes environnementales, mais il y a une chose qui est clé, c'est qu'aujourd'hui, ces normes environnementales dont on parle, elles vont permettre justement à l'agriculture d'aller vers de l'agroécologie. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'on peut simplifier le droit de l'environnement sans renoncer à ses objectifs? Objectifs climat, objectifs biodiversité. Alors déjà, c'est de faire le constat, parce que vous parlez de l'agriculture, et vous savez, on entend beaucoup les syndicats majoritaires nous parler de surtransposition. Donc par exemple, l'exemple des pesticides. La France fait beaucoup plus d'efforts que l'Union européenne. On utilise des molécules que nos voisins européens n'utilisent pas. Ça fait des mois que je demande cette liste des surtranspositions au ministère concerné. Je ne l'ai toujours pas. Où est cette fameuse liste des surtranspositions, c'est-à-dire des molécules actives, donc des pesticides, que nous, la France, nous utilisons, nous ne devons plus utiliser, et que nos voisins européens continuent à utiliser? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Mais cette fameuse liste interminable, je ne l'ai toujours pas entre les mains. Ça, c'est mon premier point. Et puis le deuxième point, sachez qu'aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup du Mercosur. C'est ce fameux accord de libre-échange qui cristallise les tensions. Les pays d'Amérique du Sud, Il faut savoir que la crise, elle est beaucoup plus profonde. En fait, le Mercosur, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La crise, elle est beaucoup plus profonde, notamment sur l'enjeu de la rémunération. Alors vous allez me dire, oui, mais les syndicats en parlent. Ils parlent beaucoup de la rémunération et donc de rémunérer au coût de production. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller un tout petit peu plus loin et comprendre ce que demande véritablement, par exemple, le syndicat majoritaire? Qu'est-ce que ça veut dire, respecter les coûts de production? Est-ce qu'ils sont en mesure de dire à la base, et donc à tous leurs agriculteurs, nous allons entamer une réflexion sur le revenu plancher, à partir duquel on va négocier avec tous les maillons économiques d'une filière? Est-ce qu'on est en capacité d'aborder la question de la transparence et de l'encadrement des marges? Et sur ce point, une étude qu'on a publiée sur le secteur laitier, aujourd'hui, en l'espace de 3 ans, plus 61% de bénéfices nets, donc des centaines de millions d'euros dégagés
par le secteur de l'aval, agroalimentaire et distributeurs, et de l'autre côté, des agriculteurs qui ne gagnent même pas un SMIC horaire. Ouais. Est-ce qu'on pourrait aller davantage sur cette transparence des marges qui permettrait aux agriculteurs, justement, de dégager plus de revenus? Ouais. Ça, c'est des vrais sujets qui vont devoir être abordés dans les prochains véhicules politiques. Ouais. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est des choix politiques, ce sont des mutations qui sont importantes, qui doivent pouvoir nous faire rêver. C'est compliqué de passer d'un discours qui a plutôt été un discours culpabilisateur et anxiogène à un discours positif. Mais les citoyens, on a aujourd'hui un peu de mal à les embarquer quand on voit les résultats des dernières élections européennes ou des dernières élections législatives. Les partis qui portent ces ambitions-là, ils ont du mal à convaincre. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors déjà, c'est une question de clarté. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de l'agriculture biologique. On en parle beaucoup parce que l'agriculture biologique, elle est plus chère. Vous allez au supermarché, vous allez vous retrouver avec un produit bio qui est plus cher qu'un produit conventionnel. Déjà, les gens ne comprennent pas pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un agriculteur va vendre un produit bio plus cher ? Parce qu'il y a plus de travail à l'hectare, parce que ça va nécessiter une manière de raisonner sa manière de produire différemment, et donc ça va coûter plus cher à la production. Et donc, aujourd'hui, un consommateur, déjà, il ne comprend même plus dans cette jungle de labels, avec ses marques privées qui foisonnent, ses autres labels, pourquoi il devrait acheter un produit plus cher. Et le problème qu'on a, c'est que la politique publique française, c'est de doubler nos surfaces bio d'ici 2031. C'est-à-dire qu'on doit atteindre 21% de surface bio. 21%. C'est un semi-marathon, c'est un 21 km. On a 6 ans pour l'atteindre, pour doubler nos surfaces. Et donc, à ce moment-là, se dire qu'on n'a pas de débouchés, on a des consommateurs qui délaissent les produits bio et on a une politique publique qui essaye de booster l'agriculture biologique, ça ne marche pas. Et donc nous, on a émis des recommandations de politique publique justement pour élargir ces débouchés. Aujourd'hui, la restauration collective a l'obligation de mettre 20% de bio dans son offre de restauration. Pourquoi pas raisonner restauration commerciale, les cafés, les bars, les restaurants, comment les embarquer dans l'aventure? Il y a plein de solutions, des crédits d'impôt, ceux qui jouent le jeu, etc. La formation initiale et continue des cuisiniers. Et puis enfin, les distributeurs qui ont le rôle majeur, et on est en train justement de discuter avec eux pour voir s'ils respectent vraiment leurs engagements de promotion de la bio. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Thomas Utayakumar et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.